Le S&P 500, le marché action américain, est-il à nouveau trop cher? La dette publique américaine est-elle une menace immédiate? Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun qui a lieu chaque lundi. Nous parlons du marché action international et en particulier du marché action américain qui a proposé une remontada fantastique. D'ailleurs, tous les actifs risqués en bourse depuis le début du mois d'avril, neutralisant au passage tous les scénarios bears des collapsologues, alors que, justement, l'indice... Pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je pose cette question? Le S&P 500 est-il à nouveau cher? La dette américaine est-elle une menace? Alors que je vous ai argumenté au début du mois d'avril pour un scénario buy the dip, désormais je pose la question contraire. Le rebond est là. L'indice MSCI World, l'indice du marché action mondial, a rejoint son record historique. Le S&P 500, lui, n'a pas encore rejoint son record historique. Il temporise à court terme. C'est logique de respirer. Les défis fondamentaux sont immenses d'ailleurs. Cette semaine, vendredi 30 mai, vous avez la mise à jour de l'inflation US PCE. La désinflation qui semble se mettre en pause. La désinflation qui a bien repris depuis le début de l'année. Rappelez-vous tous les indicateurs avancés que je vous avais proposés en janvier. Oui, la désinflation a repris, mais les indicateurs avancés commencent à suggérer qu'à partir du mois de mai, la désinflation pourrait arrêter. En tout cas, qu'il va être difficile de rejoindre la cible d'inflation de la Fed des 2%, qui n'est pas loin, le PCE nominal. L'indice d'inflation favori de la Fed, il est à 2%, le sous-jacent est à 2,6%. Mais voilà, tous mes leading indicators, tous mes indicateurs avancés me disent que ça va être compliqué, que ça devrait stabiliser dans cette zone des 2,3, 2,5, peut-être un peu rebondir, on verra. Nous verrons. Trueflation est toujours autour de la cible de la Fed. Il y a plein d'indicateurs, plein de choses. Mais écoutez, dans cette vidéo, j'ai envie de traiter plein de choses, donc je vais être rapide. Déjà, je vais commencer par vous faire un récapitulatif pas trop long, mais illustré. Pas trop long, mais illustré. Illustré. Des défis fondamentaux du moment qui ne manquent pas et qui peuvent faire s'interroger. Comment les actifs risqués ont pu se reprendre à tel point? Comment expliquer un tel rebond du marché action américain depuis le début du mois d'avril? Comment expliquer cette force? Tel rebond du cours du Bitcoin, par exemple. Bon. Les défis fondamentaux ne manquent pas. La dette américaine, alors qu'en plus l'administration Trump envisage de baisser les impôts. Allant au-delà de ce qui avait été fait lors du premier mandat de Donald Trump, alors que les taux obligataires à long terme US, le 10 ans, le 20 ans, le 30 ans, sont autour de 5%, la zone d'alerte macroéconomique. Rappelez-vous que les taux obligataires de l'État américain, ensuite, ça se diffuse au taux d'emprunt des entreprises. Elle-même déjà secouée par la guerre commerciale, alors que oui, bien sûr, la diplomatie commerciale avance, mais si vous ajoutez les tarifs douaniers, l'incertitude, c'est le mot mis en avant par le management, la grande majorité des managements des boîtes du S&P 500, incertitude, la diplomatie commerciale est en cours, et en plus, des coûts d'emprunt qui sont là sur un record pluriannuel. Comment tout ça peut tenir? Comment les perspectives de profit peuvent rester optimistes? Car oui, elles le restent. D'un point de vue technique, en plus, le S&P 500 nous a fait quelque chose de bien construit. Là, ça respire un peu à court terme. Il est logique d'attendre les supports, de revenir à ces supports, pour probablement prendre appui. Est-ce que le S&P 500 est en mesure, sur le plan technique, de rejoindre plus tard, ces prochaines semaines? Pas aujourd'hui, pas cette semaine, bien sûr, plus tard, le record historique des 6200 points. Où se situe le risque de dette? Où en est réellement la trajectoire de la dette publique américaine? C'est de tout ça dont j'ai envie de parler avec plusieurs parties. Je commencerai par une première partie récap des sujets fondamentaux du moment illustrés. Cette semaine, c'est l'inflation. On aura un début de réponse. Est-ce que les tarifs douaniers à partir d'avril-mai ont commencé à faire repartir, ou en tout cas arrêter de faire baisser les taux d'inflation? Nous allons avoir une première réponse ce vendredi. Ensuite, bien sûr, le S&P 500 face donc à la dette publique américaine. Qu'en est-il des taux obligataires US? Toute la partie technique. Et puis, le sujet de cette vidéo. La valorisation.
Rappelez-vous, en janvier, je vous avais fait une vidéo en expliquant que la valorisation américaine était proche de son record de fin 2021 qui avait déclenché le bear market de 2022. Avec le rebond depuis début avril, où en est la valorisation? Le PE, le PE chiller, le price to book, le price to sales, le Warren Buffett indicator, où en sommes-nous? Sommes-nous à nouveau ou pas en surchauffe sur le plan de la valo? Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Êtes-vous prêts, chers amis, pour cette nouvelle édition du Top Gun où nous interrogeons la cherté relative du S&P 500, où nous interrogeons la situation actuelle du S&P 500 sur le plan technique, où nous interrogeons le risque que font peser la remontée des taux obligataires US sur le marché action. Vous êtes installés confortablement? Et bien on attaque, c'est parti mon kiki. Que s'ouvre ainsi la séance? Je la déclare ouverte. Je la déclare ouverte. Et donc, 4 parties. La première, on se refait une petite synthèse de tous les thèmes d'inquiétude fondamentale du moment, alors que cette semaine, vous avez l'inflation US PCE. Bien sûr, le S&P 500 approche de ses niveaux de valorisation du mois de janvier dernier. Alors, il n'y est pas encore, hein. Il y a de la marge, mais il approche. Ces niveaux de valo qui avaient déclenché la correction. Bon. Ces niveaux de valo qui avaient déclenché aussi, fin 2021, le bear market de 2022. Les secteurs, il faut surveiller certains secteurs clés. Oui, car le S&P 500 n'existe que parce que des actions le composent, ces actions sont dans des secteurs. Les secteurs décisifs sont-ils chers ou pas? Et bien sûr, tout l'aspect technique sur le S&P 500 sera-t-il en mesure de remonter vers son record historique une fois la phase de respiration court terme terminée? Première partie, résumé, synthèse des thèmes fondamentaux d'inquiétude du moment. Alors bien sûr, le numéro 1, le scénario d'un rebond de l'inflation à partir du mois de mai en lien avec les tarifs douaniers. Alors je vous rappelle que si vous regardez la tendance récente de l'inflation US selon le CPI et le PCE, la désinflation est en cours, la tendance est baissière pour les taux d'inflation. Tous mes indicateurs avancés en janvier me disaient que ça allait être le cas, ça s'est bien passé. Maintenant, mes indicateurs avancés me disent que ça va être compliqué d'atteindre, en tout cas pour le printemps et l'été, la cible de la Fed, sauf bonne surprise. C'est vrai que vous avez donc cette semaine la mise à jour de l'inflation CPI, vous avez cette semaine la mise à jour de l'inflation PCE, pardon, qui est ici sous vos yeux, et effectivement, la trajectoire est celle du Sud. Nous sommes actuellement à 2,3 en nominal, 2,6 en sous-jacent, ce n'est pas 2. Bon, la difficulté est que, selon les indicateurs avancés, alors, vous avez par exemple ici les anticipations d'inflation des consommateurs, alors bon, là ils sont complètement à l'ouest, hein, on ne va pas faire une vague d'inflation à 7%, mais ils sont tellement nourris, si vous voulez, d'informations sur cette guerre commerciale et ces tarifs douaniers, que les consommateurs sont beaucoup plus inquiets que la vague inflationniste de 2022. Lorsqu'on regarde maintenant du côté des gens sérieux, je ne dis pas que les consommateurs ne sont pas sérieux, mais ceux qui regardent les choses d'un peu plus près, les directeurs d'achat des entreprises, dans le secteur des services et dans le secteur industriel, leurs anticipations d'inflation. Dans le secteur industriel, il y a quand même un stress, mais effectivement, la guerre commerciale concerne directement les biens industriels. Je vous rappelle que les biens industriels, c'est à peine 30% du calcul du taux d'inflation, donc ça c'est plutôt rassurant. L'économie américaine est une économie de services. Les services ne sont pas concernés directement par la guerre commerciale, mais malgré tout, attention, la trajectoire des anticipations d'inflation dans le secteur des services commence à être haussière. On est très loin de l'envolée de la crise inflationniste post-Covid. L'inflation temps réel, elle est à la cible de la Fed. Mais depuis début mai, ça remonte. Et c'est vrai que beaucoup d'économistes allaient dans ce sens-là, à savoir que à partir du mois de mai, nous allions voir les effets des tarifs douaniers. Bon. Il risque donc, d'après l'algorithme de la Fed de Cleveland, l'inflation PCE est mise à jour ce vendredi 30 mai. Attention, elle concerne le mois d'avril. On devrait avoir du 2,60 en sous-jacent, du 2,23 en nominal. Et après, ça remonte à partir de mai, publié en juin. 2,23, 2,60, c'est grosso modo l'inflation actuelle. Donc, ce serait vraiment une bonne surprise qu'on fasse moins, mais c'est un thème de difficulté du moment. Et bien sûr, qui dit inflation qui ne baisse plus et qui dit ralentissement économique, et dit stagflation, ça ce sont les deux
deux et trois prochains risques majeurs. Je vous rappelle tout d'abord que l'économie américaine n'est pas en récession technique, mais que la dernière croissance trimestrielle, le dernier taux de croissance trimestriel du PIB US, c'était le Q1, est ressorti négatif. Alors, c'est 2 trimestres négatifs d'affilée pour une récession technique. Donc on ne parle pas encore de récession technique, mais effectivement, alors que le S&P 500, s'est repris de manière verticale, et ça j'y viens, la partie technique, je la ferai en fin de vidéo, notamment pour la partie court terme, mais ce que nous disent les managers des entreprises du S&P 500, c'est l'incertitude. Et la bourse n'aime pas l'incertitude. C'est pour ça que cette reprise depuis début avril est complètement étonnante, mais elle est là. Alors, il y a des raisons à cela. Je vous renvoie vers le Top Gun que j'ai fait la semaine dernière, où j'ai mis en avant des arguments de liquidité pour justifier ce rebond. Reprenez-la, s'il vous plaît. C'était le Top Gun de la semaine dernière. Mais il y a un vrai sujet. Regardez par exemple ce graphique qui vient de FactSet, il est super intéressant. Vous avez le nombre de fois où les managements, les équipes de direction des boîtes du S&P 500 citent le mot récession. Mais regardez un peu, au Q1, ça pousse. On est à la moitié de ce qu'il y avait pour le Covid ou le bear market de 2022. Ça commence à stresser. Il y a de l'incertitude. Si vous prenez toujours dans cette logique d'autres métriques, par exemple ici, parmi les managements du S&P 500, encore selon FactSet, le nombre de fois où le mot incertitude est cité, on a rejoint le niveau d'incertitude de la crise sanitaire. Et pourtant, le S&P 500 s'est repris de manière verticale depuis le début du mois d'avril. Et pourtant. Donc, les défis fondamentaux ne manquent pas. Et encore, là, je vous ai parlé que de le risque de stagflation. Mais le défi du moment, la dette américaine. L'administration de Trump qui sont fous, qui envisagent de passer des baisses d'impôts. Alors bien sûr, avec l'objectif de booster la croissance économique, c'est la théorie de l'offre, mais la trajectoire de la dette publique américaine n'est pas bonne. Regardez ce graphique qui nous vient de Bloomberg, où l'endettement américain va dépasser son record de 1946, 106% du PIB. Et la trajectoire à venir reste largement haussière et ça ne changera pas. En soi, c'est pas non plus 200 ou 300%. Le problème, c'est que les taux obligataires américains, eux, sanctionnent cela. Les taux obligataires américains sanctionnent cela. Prenez le 10 ans américain qui revient au contact de la zone. Lorsque vous interrogez les boîtes, les entreprises américaines, notamment les PME et les PME et les petites entreprises, au-dessus de 5%, elles sont plus de la moitié d'entre elles à dire que c'est pas viable pour leur activité. Ça, c'est le 10 ans américain. Vous savez, les taux obligataires de l'État américain se diffusent aux entreprises. Regardez le 20 ans américain, le 30 ans américain, les taux longs US sont pas loin de vouloir casser les sommets de 2023. Au-dessus de 5%, pour le 20 ans, au-dessus de 5% pour le 30 ans, au-dessus de 5% pour le 10 ans américain. Ce sont des taux qui sont déjà difficilement soutenables par l'État américain lui-même, qui va avoir une charge de la dette importante. Mais n'oubliez pas, les entreprises. Et les entreprises sont dans les indices boursiers, dans le S&P 500. Donc ça, c'est compliqué. Et bien sûr, qui dit stagflation dit inflation. Lorsque vous écoutez la Fed, elle dit « ma priorité, c'est l'inflation à 2%. » Les anticipations actuelles, c'est pas de baisse de taux avant septembre, au mieux. On va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce cocktail explosif? Dette, stagflation, pas de baisse de taux, des taux obligataires à long terme qui vont mettre les entreprises sous pression, l'incertitude selon les... Et pourtant, on se reprend. Et oui, pourtant, on se reprend. Il y a de l'optimisme, en fait, que tout ça ne soit que passager. Il y a de l'optimisme que tout ça ne soit que passager. Le marché aime voir le verre à moitié plein, espère avoir un accord commercial incroyable d'ici l'été entre la Chine et les États-Unis, les États-Unis et l'Union européenne, etc., pour que, en fait,
le petit rebond de l'inflation, s'il a lieu, soit transitoire, et que derrière, eh bien, les tensions se calment sur les taux obligataires à long terme, ou espère le Fed put. Le Fed put, c'est l'intervention de la Fed pour faire rebaisser les taux longs. Le fameux Fed put. Le problème, c'est que ce Fed put, pour l'activer, il faut une baisse de l'inflation. Vous voyez, c'est un peu le... Ce sont les sujets compliqués du moment, et donc les thèmes d'inquiétude fondamentale ne manquent pas. Bien sûr, jamais, et plus que jamais, si vous comparez la tension commerciale de cette nouvelle guerre commerciale avec celle du premier mandat de Trump, on est beaucoup plus haut. Mais par contre, bon, n'oubliez pas, les amis, la diplomatie commerciale est en cours. Le Fed put peut être activé. La liquidité mondiale, je vous renvoie vers mon Top Gun de la semaine dernière, refait un nouveau record historique. Il y a une corrélation positive avec le marché action. Donc il y a quand même des justifications au rebond. Alors, S&P 500 est-il à nouveau cher après la reprise qui a eu lieu ces dernières semaines? Alors, la reprise qui avait commencé sur cet énorme support en données mensuelles, sur lequel j'ai beaucoup insisté début avril, ce signal magnifique de RSI début avril équivalent à celui du Covid, on a fait la même chose, c'est pareil. Au moment du Covid, on était remonté tout en haut, on a fait un range et c'est passé. Là, on n'est pas encore remonté tout en haut. Le peut-on sur le plan des fondamentaux, sachant que ici, la valorisation, la cherté du S&P 500 avait été équivalente à ici. Et on a fait une baisse, une baisse. Bon, là, c'est un bear market, là, c'est un flash crash, comme le Covid. Maintenant que nous sommes remontés là, avons-nous retrouvé le même niveau de valorisation que ici et que ici? Voilà la question que je pose. Bon, alors, pour répondre à cette question, nous allons passer en vue ces différents indicateurs de valorisation. Grosso modo, si vous voulez, nous n'avons pas retrouvé, vous avez ici le PE ratio du S&P 500 sur les 12 derniers mois. Là, c'était le record de 2020. Bon, vous voyez, hein, nous n'avons pas retrouvé de 2000, oui c'est ça, nous n'avons pas retrouvé de 2021, pardon, nous n'avons pas encore retrouvé le niveau de janvier et de 2021. Donc il y a de la marge en termes de PE ratio. Ben, il y a eu des résultats solides ces 12 derniers mois. Il y a de la marge en termes de PE ratio. En termes de PE forward, il y a de la marge. Il y a carrément de la marge. Ok. Par contre, d'autres indicateurs de valo sont à suivre et il y a moins de marge, notamment le PE de Shiller. Le price earning de Shiller, nous étions fin 2021 à 38, en janvier dernier à 37, là nous sommes montés à 36. Là, sur le PE de Shiller, qui est quand même mieux parce que c'est la moyenne des bénéfices des 10 dernières années, nous revenons un peu en surchauffe, mais il y a encore un peu de marge. Le price to book, c'est la même chose. Nous ne sommes pas encore revenus au niveau de janvier. Le price to sales, notez que le price to sales avait échoué en janvier au même niveau que son record de 2021. Nous n'y sommes pas encore. Bon, par contre, bien sûr, comme d'habitude, selon le Warren Buffett Indicator, nous sommes en bulle spéculatif de partout, avec la capitalisation boursière totale US, qui représente 198% du PIB américain, c'est que 66% pour le marché action chinois. D'ailleurs, pour le marché action chinois, ça reste vraiment une opportunité sur le plan de la diversification, le plan fondamental, le plan technique. J'en parlerai probablement dans le Top Gun de la semaine prochaine, où je suis en train de commencer à rassembler un certain nombre d'éléments. Mais voilà, en fait, bon, ce que vous devez retenir pour cette valorisation du marché action américain, c'est que nous ne sommes pas encore revenus au niveau de valorisation de fin 2021. Nous ne sommes pas encore revenus au niveau de valorisation de janvier. Et il semble y avoir de la marge en termes notamment de PE forward. Et bien sûr, le PE forward, ce sont les bénéfices prospectifs. Et eux sont super optimistes. Donc tout ça, finalement, on peut dire qu'il y a encore de la marge en termes de valorisation, qui n'est pas une grosse marge non plus, hein. Mais si la diplomatie commerciale aboutit, et si les taux obligataires ne viennent pas casser
les finances d'une majorité d'entreprises. Et donc, à un moment ou à un autre, si la Fed décide de faire quelque chose pour faire rebaisser les taux obligataires à long terme, et pour ça, elle n'a pas le choix, il faut utiliser son bilan. Le fameux Fed put. Ça fait beaucoup de si, finalement, pour pouvoir profiter de cette marge de valorisation restante. Alors, les secteurs, je vous rappelle que vous avez les informations ici. Les entreprises du S&P 500 sont donc rassemblées au sein de 11 super secteurs. Chacun de ces 11 super secteurs a un point dans l'indice, un point important. Naturellement que le S&P 500 serait en mesure d'aller plus haut ces prochaines semaines, même s'il retrace d'abord à court terme, si les poids lourds qu'il compose le peuvent. J'ai 3 secteurs qui sont majeurs en termes de poids dans l'indice, la consommation cyclique, les valeurs de la tech et les valeurs financières. La consommation cyclique, les valeurs financières et les valeurs de la tech. En termes de valorisation, lorsqu'on regarde du côté des secteurs, il y a vraiment de la marge sur les valeurs financières. Il y a vraiment encore beaucoup de marge sur les valeurs financières. Sur la consommation cyclique, on est à nouveau super cher. Et sur la tech, on est revenu, là aussi, en mode vraiment très cher. Donc, vous avez quand même 2 des 3 gros secteurs qui sont déjà à nouveau en surchauffe de valorisation. Par contre, sur un certain nombre d'autres secteurs, et notamment les secteurs défensifs, il reste de la marge. Autrement dit, il pourrait y avoir des rotations qui permettraient, même si dans un premier temps ça consolide un peu, au S&P 500, plus tard dans l'été, de revenir retester son record historique. Alors justement, transition, où en sommes-nous sur le plan technique pour l'indice S&P 500 ? Alors première chose que je voulais vous montrer, qui me semble intéressante, c'est qu'il faut avoir conscience d'une chose, c'est que le S&P 500 n'est pas seul au monde. Déjà, regardez les actions mondiales. Je trouve que ce graphique est incroyable. Ce graphique est complètement incroyable. Ce sont les actions mondiales. C'est le MSCI World. Regardez-le bien. Là, vous avez eu, c'était le bull market de 2018 à 2020, le choc du Covid. On a fait une reprise en V. On est revenu à l'ancien record. On a fait de la vol et c'est passé. Ici, la fin, le début de la remontée des taux pour lutter contre l'inflation. Le grand bear market de 2022. La phase d'avancée ici, de hausse, depuis que la désinflation s'est mise en place et que les banques centrales ont repris les baisses de taux, un flash crash type Covid et une reprise en V. Finalement, la reprise en V que nous avons fait récemment est plus forte que celle qui a suivi le Covid. Alors que ici, c'était les taux zéro. C'est ça qui est complètement incroyable. Et donc, première chose, attention, le marché action mondial a rejoint son record historique. Il est donc logique de respirer. Il y a des gaps ici, d'attendre les moyennes mobiles. Une tendance haussière, c'est toujours l'alternance entre des impulsions, des pauses, des retracements. C'est pareil pour le S&P 500. Il a besoin de marquer une pause, mais il reste de la marge. Prenez le graphique hebdomadaire. On a fait ici la belle reprise indiquée par le RSI, propre comme au moment du Covid. Le RSI vient de passer les 50. Désormais, c'est bullish au-dessus de 50. Ça peut tester un peu les 50, mais il y a de la marge avant d'être suracheté. On est un peu comme ici. Regardez. On est un peu comme ici. Ça ressemble énormément à cette reprise du RSI post-Covid. Et derrière, même si ça temporise quelques semaines, il semble y avoir de la marge pour aller chercher le record historique. En données journalières, c'est pareil. On temporise, on peut revenir s'appuyer sur le gap, revenir s'appuyer sur la moyenne mobile à 200 jours, attendre la moyenne mobile à 200 jours. J'ajoute les enseignements du système Ichimoku, attendre la Kijun. Bref, faire quelque chose par ici. C'est une hypothèse de travail que je vous propose ici. Je ne sais pas si ça se passera comme ça. Et repartir ensuite dans un second temps. L'analyse quantitative nous dit que c'est en surchauffe à court terme. Autant ici, je vous avais dit achat fort début avril. Maintenant, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours est proche de la zone de surchauffe. Idem, à court terme, il y a eu même un rejet
du pourcentage d'actions. Ça, c'est vraiment pour le très court terme. Le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on a rejeté toute la zone haute, il faut que ça revienne en bas. Donc, il y a de la place pour temporiser à court terme. Le réservoir des vendeurs commence à se vider significativement, même s'il reste encore beaucoup de gens short. Donc, tout ça me dit qu'il est tout à fait possible que le marché temporise un peu, pourquoi pas quelques semaines, avant de repartir plus tard, peut-être quand aboutira la diplomatie commerciale, chercher donc son record historique des 6168 points. En tout cas, chers amis, cette semaine, l'inflation, la guerre commerciale, la diplomatie commerciale, est-ce que la désinflation est menacée? La dette américaine, qu'en est-il du Fed put? Les taux obligataires à long terme, la liquidité, l'aspect technique. On ne s'ennuie jamais avec ces marchés financiers. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.